Je te suis même pas. Voilà. Donc, je parlais d'API, je disais, il y a trois types d'API aujourd'hui, mais on va couvrir seulement le deux. Il y a les API basés sur le REST et les API basés sur le SOAP. SOAP qui est SOAP. SOAP et puis REST. Les API SOAP, la grande majorité des API avant que le reste n'arrive. On a consommé les SOAP longtemps. Et les SOAP a fait du succès, mais aujourd'hui, les SOAP, c'est pas vraiment ça. Non? Vous posez la question du traiteur, on a dit que tu es allé le voir. Ouais, voilà. Donc, voilà. Je disais qu'il y avait les API SOAP. C'est avec ça qu'on a commencé ce qu'on appelle l'interopérabilité des systèmes. Et avec les API SOAP, c'était un vrai casse-tête parce que la création d'API SOAP, c'est que vous utilisez un seul lien pour tout ce que vous allez faire. Vous avez un seul lien. Que ce soit la connexion, que ce soit la modification, que ce soit quoi que ce soit, vous avez un seul lien. Mais la différence vient dans l'enveloppe parce que les API de type SOAP ont ce qu'on appelle un corps qui est sous forme d'une enveloppe. Ah, les entêtes et un corps. Et dans l'entête de l'enveloppe, c'est là qu'on met la fonction qui doit être utilisée au niveau du système. C'est-à-dire que dans ton système, il y a par exemple la fonction create user, la fonction update user. C'est cette fonction-là qu'on mettait dans le header de l'enveloppe. Donc, il était composé d'une enveloppe avec une entête et les corps. D'ailleurs, pour vous dire vrai, moi j'ai une API Orange Man ici qui est encore sur SOAP. Ça, c'est une API basée sur SOAP, c'est pas sur le reste. Vous allez voir que c'est une enveloppe. Bon, faut agrandir un peu. Voilà. Vous voyez? Il n'utilisait que le format XML. Le SOAP n'utilise que le format XML. Beaucoup de gens n'ont pas expérimenté ça parce que bon, ils sont, tu vois, avec l'engouement, hein, les API REST sont venus tout de suite, les gens ont commencé à consommer ça. Mais nous, par exemple, pour intégrer Canal+, dans le système, comme par exemple, genre, je veux voir quel est l'abonnement que tu as, je vais changer les formules, je vais payer. Même Canal+, jusque tous les anciens systèmes continuent d'être sur SOAP. Tous les anciens systèmes. Maintenant, aujourd'hui, il y a des équipements réseau qui viennent avec, puisque tout ça, c'est basé sur les équipements réseau. Avec la 4G, on a un peu des équipements qui permettent de faire de l'HTTP. Mais par exemple, vous avez certains équipements anciens, quand vous voulez faire de l'USSD avec certains opérateurs, vous êtes obligé de connaître les protocoles SMPP. Si vous ne les connaissez pas, vous ne pourrez jamais consommer de l'USSD. Donc, on parle de ça parce que quand vous consommez les API, ne vous fiez pas seulement au reste. Vous allez tomber sur une API qui ne fait que le SOAP et vous devez savoir comment les consommer. Et là, tout ce que j'ai dit. Regardez, vous avez une enveloppe, vous voyez, et puis vous avez l'entête de l'enveloppe, et puis vous avez le corps de l'enveloppe, et puis vous avez la fin de l'enveloppe. Ces informations-là, c'est cette enveloppe XML qu'on envoie au système. Mais regardez ici, quelle est la méthode qu'il va utiliser ici? Ça, c'est par exemple, chaque requête post est envoyée au format XML. Et ici, vous avez une réponse. Mais regardez, c'est quoi la différence? Vous voyez, vous avez un service. Les services qui consomment, c'est HTTP service ws1.com. Lui, souvent, la différence avec les autres API, c'est que la méthode que vous utilisez, elle se trouve dans l'enveloppe. Par exemple, là, vous voyez, le lien, c'est le même lien, mais là où ça change, vous voyez, par exemple, ici, do M2S. Do M2S, c'est ça, ce qui change dans chacune des requêtes. Par exemple, do MDS signifie faire une requête de type marchand to subscriber. Donc, quand moi je vais recharger un compte RTL, Orange Money, moi je suis une entreprise, je vais recharger son compte automatiquement, je vais utiliser cette enveloppe pour recharger les comptes. Mais quand vous venez par exemple ici, vous avez do S to M. Donc, ça c'est débiter un compte, c'est subscriber to merchant. C'est-à-dire qu'un client lambda a un marchand. Client lambda, c'est par exemple Vernon. Le marchand, c'est par exemple Canalbox. Canalbox. Donc, Vernon veut renouveler sa connexion Canalbox à la maison. L'opération, s'il devait le faire à travers la plateforme de Canalbox en ligne,
L'opération qui va se faire là, c'est une opération de S2M pour dire Subscriber to Merchant. Tu es en train, toi, tu es client lambda, tu es en train de payer à un marchand. Puisque les comptes, toi et Canal Box, vous avez tous le compte auprès de Orange Money. Maintenant, la différence, c'est que toi, ton compte est un compte individuel, alors que lui, son compte, c'est un compte marchand. C'est que son compte marchand, il ne peut pas faire un dépôt comme moi et toi au coin de rue. Non. Ça, c'est maintenant dans le domaine de banque. Moi, marchand, je ne peux pas faire un dépôt au coin de rue. Moi, marchand, je ne peux pas faire un retrait au coin de rue. Alors que toi, client lambda, tu peux faire un dépôt au coin de rue, tu peux faire un retrait au coin de rue. Un marchand, lui, il perçoit en masse le paiement des gens, mais s'il veut se faire payer, il relie son compte marchand avec son compte bancaire et il y a un 4 heures de temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps de basculement chaque 24 heures ou 48 heures. L'argent quitte son compte pour aller dans son compte. Et lui, il peut tirer son argent dans son compte bancaire. C'est comme ça que ça marche. Donc, les termes S2, vous verrez par exemple le B2C. Le B2C, c'est la même chose, business to customer. Ou bien les C2B, donc customer to business. C'est toujours dans ce sens que ça marche. Donc, ici, nous avons le SOP. Malheureusement, on ne va pas consommer les SOP avec vous parce que on n'est pas dans un pays couvert par Orange Money. Donc, on ne peut pas faire un test qui marche. C'est pas possible. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire une API REST. Mais je ferai peut-être une vidéo isolée que je vais mettre sur YouTube qui vous montre comment est-ce qu'on consomme une API SOP comme ça avec la Ravel, puisque c'est pareil. Donc là, j'ai Orange Money et là, j'ai Vodacom. Ça, c'est Vodacom, toujours. Ça aussi, c'est SOP toujours. Il n'y a pas de reste ici. Vous voyez? Vous allez voir les enveloppes. Vous voyez? Que de l'XML. Voilà. Vous pouvez vous spécialiser juste dans les intégrations. Et les gens qui font du business, ils vous appellent, vous intégrez, et vous payez. On vous paye. Vous faites juste une intégration, on vous paye. Donc, vous avez ça. J'ai aussi une API de la banque Trust Merchant Bank. Donc, en fait, vous devez être à mesure de consommer n'importe quelle API qu'on met à votre disposition. La banque UBA a une API ici pour le carte Visa. Vous devez être à mesure de consommer ça. Mais au moins, encore que UBA, c'est sur le reste. Donc, c'est du JSON. Mais quand vous prenez une banque comme Equity Bank, c'est l'XML aussi. Donc voilà, vous allez au fur et à mesure apprendre comment le faire. Mais si on devait rentrer par exemple sur ça, nous avons une API comme celle de Airtel Money. Nous, on veut faire que nous puissions consommer cette API et essayer de... Est-ce qu'il y a des gens qui ont Airtel ici, qui ont un petit 50 francs dedans qui traînent? Parce qu'il faut qu'on vous débite, que les gens voient que oui, on vous a débité. Non, en fait, j'ai aimé l'effet qui soit direct. Ouais. Bon, les API très flexibles, c'est les API REST. Parce que les API REST, c'est juste des requêtes HTTP accompagnées de types de fichiers qui s'appellent de l'XML ou du JSON. Tu vois, le reste, lui, il prend XML et JSON, ça marche. Mais le SOAP, lui, ne prend que le XML. Est-ce que tu vois? Le format des données que tu lui envoies, lui ne prend que l'XML, il ne prend pas JSON. Et, et pour te dire vrai, beaucoup de gens ont aimé le reste à cause du fait que chacune d'action a un endpoint. Mais les API SOAP, même son débogage, c'était quand même un casse-tête. C'est quand même un casse-tête pour les intégrer. Mais c'est ça avec quoi on a commencé hein, depuis, je sais pas moi, 2008. Fallait intégrer avec, à l'époque où les API ont commencé, les gens cherchaient des API Orange et autres. Le premier qui sont sortis, c'était en SOAP. Ouais. Donc, du coup, on a fait avec. Et voilà, on a évolué comme ça. Bon, aujourd'hui, les gens sont sur du REST et beaucoup de grandes plateformes utilisent le REST, comme par exemple PayPal, il est sur du REST. Tu prends Stripe, c'est REST aussi. Voilà. Donc, du coup, ça fait que les gens se sont habitués. L'XML, c'est un peu compliqué, surtout la structure de l'XML.
Alors que le JSON, quand il est venu, puisque le JSON est venu en 2009. Voilà. C'est un format de données. Avant le JSON, les gens faisaient l'XML. Le JSON est venu à peine en 2000 en 2009. C'est un chef de travaux qui a présenté son travail à l'université aux États-Unis et puis ça a été validé. Et puis voilà, les JSON sont partis comme ça encore. Oui, oui. Avant 2009, JSON n'existait pas. Et les JSON, vous savez ce que ça signifie? JSON signifie JavaScript Object Notation. Parfois, certains termes, hein, il faut savoir ce que ça signifie. Les restes que je vous dis là, ça signifie reste. Voilà. Donc, merci. REST API. Tu vois, l'API REST est un style d'architecture qui permet, mais qu'est-ce que ça signifie? Representational State Transfer. Vous voyez? Donc, euh, vraiment, c'est très amélioré le reste et voilà pourquoi on le consomme. Donc, nous, est-ce qu'ils sont prêts? Parce que vous pouvez pas enchaîner trois leçons, les gens n'ont pas. Je suis même en train de traîner là pour voir s'ils vont finir. Enchaîner trois choses en même temps, comme ça, il faut que les gens prennent quelque chose. Hein? Hmm. Bon, d'accord. Mais ça rentre dans la vidéo, hein. Hmm. Ok. J'étais en train de parler de l'API de Airtel. Alors, quand vous, quand vous demandez une API chez Airtel, vous devez juste savoir quels sont vos besoins. Vous allez dire à Airtel, bon, moi j'ai besoin de faire le B2C ou bien le C2B. Ou bien le deux. Je veux faire le site, le B2C, le C2B. Ou bien tu peux vouloir le B2B. Ça signifie quoi? Voilà, business to business. Je vais être en mesure de débiter des comptes marchands pour me créditer moi-même. Moi-même, je suis marchand. Puisque seul celui qui a besoin d'API, c'est déjà un marchand. Donc, maintenant, sur la base de ça, Airtel va vous donner ce qu'on appelle une documentation de l'API. Une documentation de l'API, c'est tout simplement un document te permettant de comprendre la structure des requêtes que tu devais envoyer à Airtel, les requêtes que son serveur va comprendre, de telle sorte qu'il fasse le traitement par rapport au fait que les données sont conformes à ses exigences. La documentation, là, c'est ça. Après qu'Airtel t'ait soumis la documentation, il y a une autre chose qu'Airtel doit te donner, c'est la documentation, elle est gratuite. Attends, je peux te la passer si tu veux. Euh, mais c'est la documentation n'inclut aucune information liée à toi. C'est juste pour te permettre. Maintenant, après, Airtel va te créer un compte marchand. Et ce compte marchand dans son système, il va te sortir des coordonnées pour que tu intègres ça dans ton système et que tu sois en mesure maintenant de faire des débits, des comptes et des crédits. Vous voyez? Alors, la documentation d'Airtel est là. Integration Guide, malheureusement. Même si on est au Congo, Airtel nous donne son API en anglais parce que c'est les Indiens qui travaillent dessus. Airtel, c'est détenu par les Indiens. Alors, ici, vous voyez, API signifie Application Programmer Interface, mais c'est Application Programming Interface, pas programmeur. Alors, nous avons tout ça, c'est des titres, on n'a pas besoin. Ils expliquent trop de blabla, nous on n'a pas besoin parce que ça peut nous compliquer. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Web-based Services Integrations. Alors, il est en train de nous donner juste le lien de base, le lien de base qui permettent de faire des intégrations. Par exemple, base URL, vous avez le lien de base. Et puis, vous avez application PG. PG, là, c'est Payment Gateway. Donc, la Payment Gateway, c'est la passerelle de paiement. Application PG, vous avez ePay 000.php. Même eux, ils ont utilisé PHP. Non, méfiez-vous. Vous pouvez trouver une application avec .php à la fin, c'est pas PHP. Ça peut être JavaScript. Les gens font ce qu'on appelle le mapping. Ça peut être du Java, Spring, mais quelqu'un met PHP. OK. Après, vous avez d'autres, vous voyez, par exemple, ça c'est par API pour le débit. Ça c'est par le web, parce qu'ils ont aussi une redirection.
une possibilité d'être redirigé chez eux, tu payes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait une demande de visa à travers TLS ici? Vous connaissez TLS? Oui, TLS. Tu connais TLS, non? Voilà. C'est la société qui sous-traite la demande de visa auprès de l'ambassade de France. Et ils ont une plateforme. Vous demandez d'abord votre visa sur le site de la France. Et puis, vous prenez le numéro de référence, vous allez dans leur système, vous inscrivez tout. Et puis, à la fin, vous prenez rendez-vous. Mais quand vous prenez rendez-vous, vous devez payer votre rendez-vous. Et pour payer le rendez-vous, on va vous rediriger. Quand vous payez par Airtel, il va vous rediriger sur la web page d'Airtel. Tu mets les coordonnées, tu valides, tu te rediriges vers leur compte. Sinon, toi-même, tu peux faire ce qu'on appelle une API de type hybride. L'API hybride, c'est une API où toi-même tu appelles une information d'Airtel et tu as la réponse. Alors que des autres API redirectionnelles, c'est comme PayPal. Quand tu veux payer, on te redirige sur le site de PayPal. Tu payes et puis il te redirige sur... Ça, c'est des API de type redirectionnel. Alors que les API hybrides, c'est que toi-même, tu envoies les informations. Mais malheureusement, pour le compte de PayPal, par exemple, on ne peut pas passer par une API hybride. Pour la simple raison que, pour que ce soit le cas, votre site Internet doit être confirmé, certifié PCI DSS. Pourquoi? Parce que PayPal, c'est des cartes bancaires. Vous avez le numéro de la carte, vous avez la date d'expiration, vous avez les CVV. Ces informations suffisent pour commencer à faire des débits dans les comptes des gens. Ces informations-là. Bon. Après, si par exemple, il vous arrive de vouloir intégrer une API, si vous voulez avoir une API où vous-même vous designez une case, numéro de la carte, date d'expiration et autres, vous devez faire que votre site soit euh, certifié PCI DSS. Si ce n'est pas le cas, ne demandez même pas ça. Or, la certification PCI DSS peut vous coûter jusqu'à 10 000 $ parce qu'il faut qu'on vous audite, on doit vous auditer, et c'est les 10 000 $ chaque 3 mois. Ouais, on doit vous auditer. Une grande société marocaine va venir vous auditer. Ils vont voir beaucoup d'aspects de sécurité, firewall, le port ouvert, les trafics, la sécurité organisationnelle. Ils vont voir tout ça. Et si vous respectez les conditions, tout, on peut vous donner une certification de validité de 3 mois. On appelle PCI DSS. PCI DSS signifie Payment Card Industry Payment. Vous voyez, Payment Card Industry, PCI DSS, Data Security Standard. Donc, cette certification, c'est pas beaucoup de gens qui ont ça. C'est la certification qui permet que vous avez la possibilité de stocker les numéros des cartes bancaires dans vos systèmes. C'est pour ça que vous apprenez que, on a, par exemple, piraté tel site, autant de millions de cartes ont été volées. En réalité, c'est des sites qui sont conformes aux normes de PCI DSS. Ils ont le droit de stocker les informations des clients. Comme PayPal, par exemple. Il est PCI DSS. Vous prenez votre carte, vous mettez dedans. Chaque fois que vous payez par votre compte PayPal, mais il débite votre carte, Visa ou Mastercard. Il a toutes les informations. Dans le cadre de la banque, vous ne ferez jamais ça parce que votre système, bon, à moins que vous travaillez pour un projet où la société elle-même, elle est déjà dans les normes, vous venez travailler dans la partie intégration et l'audit, si l'audit s'est bien passé et que vous êtes certifié, là, on va vous donner la possibilité de pouvoir, mais vous devez avoir ce qu'on appelle, il y a aussi des assurances dans le numérique. Par exemple, vous devez avoir des certificats que Symantec vous vend ou je sais pas moi, Kaspersky, des certificats qui coûtent jusqu'à, en cas de problème, on peut payer jusqu'à 100 millions de dollars. C'est des choses qui coûtent extrêmement cher. Mais, vous, tout ce que vous devez faire, c'est que vous devez savoir comment on intègre une API, que ce soit de type redirectionnel ou une API de type hybride. Mais nous, dans notre cas, on va faire d'abord une API hybride. C'est-à-dire qu'on va envoyer une requête RTL et RTL va répondre. Est-ce que vous voyez? On n'est pas obligé d'être redirigé. Parce que la redirection, c'est sur quoi? Sur un navigateur. Est-ce que vous voyez? Si tu n'es pas sur un navigateur, comment tu es redirigé? Et dans Postman, comment vous faites? C'est pas possible d'être redirigé. Donc, nous, on va faire notre requête en passant par notre système. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour débiter un compte de quelqu'un? Vous avez ici le paramètre qu'il faut envoyer lors du débit d'un compte de quelqu'un. Regardez ce qu'Airtel vous demande. Each parameter's value will be correct as the same registered or filled information form. Alors, Airtel va vous envoyer un document Excel
Vous allez remplir ces documents pour dire, par exemple, votre business et autres. Mais il va aussi vous dire, ici, il vous dit tout simplement que tout le paramètre, toute le valeur des paramètres que vous renseignez devait être correct et correspondant ou conforme à ce que vous avez rempli dans le formulaire Excel. C'est ça qui vous demande. Mais ne vous fiez même pas à ça. Parce que regardez ce qu'on va faire. Dans notre requête HTTP qu'on doit envoyer vers le serveur RTL, voilà les informations qu'on enverrait. Le premier paramètre, c'est le Merchant ID, l'idée du marchand. C'est que moi, en tant que marchand, je dois inclure dans ma requête, puisque RTL doit être à mesure de m'identifier moi qui veux collecter l'argent de quelqu'un et identifier celui dont on veut débiter l'argent. Nous deux, nous sommes ses clients. Nous avons Merchant Password, ça c'est le mot de passe du marchand. Et puis vous avez Trans ID. Trans ID ici, c'est comme ils ont dit, hein, randomly generated as a merchant. Donc en fait, dans votre système, si vous avez une facturation, votre système a peut-être une possibilité de générer des numéros uniques de chaque facture. Et c'est comme ça qu'Airtel vous dit, vous devez lui envoyer un numéro qui va lui permettre dans son système de savoir que cette transaction est liée à toi. Et toi, tu peux facilement vérifier une transaction par le numéro de la facture chez lui. Parce que quand vous faites une requête, tout de suite, vous ne savez pas à quoi va ressembler le numéro de transaction après que la personne est validée. Je sais pas si vous me comprenez. Ouais. C'est quand la personne a payé, on va t'envoyer un message avec le numéro de la transaction. Après, vous avez les amounts. Amount ici, c'est juste le montant. Il vous dit aussi les types. Regardez bien. Airtel met les paramètres, le type, la taille et la description. Value. Donc, le type varchar, 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 amount, il dit quoi? Numeric. Ici, c'est le montant. Et Airtel prend entre 50 francs jusqu'à 2 millions de francs CFA. Des 50 à 2 millions de francs CFA. Ne faites pas l'erreur d'envoyer 2 francs. C'est pas bien. C'est charger un système d'outils comme ça pour 2 francs. C'est pas du tout bien. Euh, Après, vous avez le MSISDN. Ça, c'est le numéro de téléphone tout simplement du client. Numeric string. Et ça doit varier entre 9 et 12. Mais mettez 12 comme il vous montre, hein. Vous devez commencer par 242. Parce que la même API et le même système sont dans la plupart des pays. Donc, au Bénin, RDC et autres. Vous voyez, il faut préciser 242. Devant. Après, vous avez ici request action. Donc, c'est une constante, hein. Ils ont écrit const. Et ici, vous faites juste get ID. C'est tout. Que vous envoyez comme valeur. Et puis, vous avez callback URL. Alors, le callback URL, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait chier beaucoup de gens. Cette information est très capitale. Quand moi, j'envoie des informations à RTL pour te débiter, toi, j'ai juste une réponse que la requête va être traitée. Est-ce que tu vois? Si moi, je demande à RTL de te débiter, RTL va me dire, d'accord, la requête va être faite. Mais la réponse, je ne l'aurai pas tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un système qui tourne de manière asynchrone. Je vais vous expliquer comment ça marche. Avec un exemple au tableau, hein. C'est pour la première fois que je me mets. Alors, euh, on était en train de décortiquer euh, notre fichier RTL et nous avons là quelques informations pouvant nous permettre d'effectuer une requête vers RTL. Donc, les paramètres envoyés sont là et il a mis ici en clair comment est-ce que, quelles sont les données qui sont prises en compte, Merchant ID, Merchant Password, Trans ID, Amount et puis Action. Quand vous faites cette requête, vous allez recevoir une réponse d'RTL qui va vous renvoyer ça. Par exemple, il va vous envoyer une réponse de type 0 et dans cette réponse, il va vous dire tout simplement que le serveur a pris en compte votre requête et il va faire le traitement. Le traitement là, c'est pour vous dire qu'il va envoyer un push à l'utilisateur et l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir devoir mettre son PIN. S'il met le PIN et que tout va bien, en ce cas-là, on pourra maintenant recevoir la réponse de RTL. Commençons par intégrer ça. Alors, comme on dit, le endpoint, tout ça là, on va faire ça par
On va faire ça par Postman. Quand on vous donne une API, la première des choses à faire dans une API, n'allez pas coder son intégration. Commencez par tester cette API à travers les clients HTTP. Vous testez d'abord l'API avec un client HTTP qui existe déjà. Si vous n'avez pas de soucis avec le client HTTP, que tout va bien, peut-être que vous avez besoin du support. Souvent, quand vous faites l'intégration, il faut être en ligne avec le support vers tel ou un tel. Ah, voilà la réponse que je reçois. Vous dites, attends, oui, fais un test, hein, c'est toujours comme ça. Donc, vous faites avec Postman. Si ça marche avec Postman, vous pouvez maintenant aller intégrer ça dans votre système parce que l'objectif, c'est pas de le faire fonctionner avec Postman, mais l'objectif, c'est de authentifier, plutôt intégrer ça dans votre système. Alors, on va, on va revenir sur le code. Nous avons notre ami Postman qui est là. Euh, alors, on va créer, on va créer une collection qu'on va appeler Airtel Money API. La collection est créée et ici, ce que je vais faire, je vais ajouter juste une requête de type post. Et ici, la requête que je vais ajouter de type post, je dois donner un nom. Par exemple, débiter un compte. Voilà, c'est bon. Et quel est le lien? Je viens dans ma documentation. Le lien, il est là. On va prendre ça là. Alors, je vais copier ça. Alors, en ouvrant avec le web, il a du mal. Donc, je vais dire, euh, attendez, je vais venir même ici. Le lien là, c'est ça que j'ai besoin. Alors, là encore, c'est parce que je vais faire ceci. Je vais télécharger le document là en local. Comme ça, je l'ouvre localement dans ma machine. Voilà. OK. Il pèse 1 méga. Puis quand je vais l'ouvrir, là, j'ai le PDF. Donc, pour le lien, il est là. Je vais prendre ce lien-là. Alors, je dois faire sélectionner normalement et faire ça. Voilà. Copier. Voilà. Je viens sur Postman. Je colle. Alors, c'est pas fini. Il faut maintenant l'action. L'action, c'est quoi? C'est l'action de payer. C'est, vous voyez, application, c'est ePay ou bien test. Ça, c'est pour le web. Donc, nous, on va prendre ePay ici. Donc, la même chose, je fais ça. Alors là, il veut l'ouvrir. Je peux faire ça. Comme ça, je vais enlever juste la partie dont j'ai pas besoin. Je colle et j'enlève ça. Voilà. C'est pour dire qu'en fait, le lien, le endpoint pour le paiement est là. Alors, quand vous avez le lien endpoint, vous avez maintenant quels sont les paramètres à envoyer au niveau d'Airtel. Vous venez dans Body. Vous sélectionnez Raw et puis JSON. Et ici, vous allez maintenant envoyer ces paramètres-là. Premièrement, vous avez Merchant ID. Et ça se trouvait où? Ça se trouvait ici. Merchant ID. Et puis, vous allez dire, ça va être quoi? Là, nous n'avons pas encore. Je vais utiliser quelques coordonnées que j'ai déjà ici. Merchant password. Merchant password. Et puis, je fais ça. Voilà. Alors, j'ai besoin de action. On a dit action, on envoie quoi? On envoie get ID. Get ID. Je recule. J'ai besoin de amount. Ici, amount, on envoie quoi? On fait envoyer 50 francs. Ça peut être comme ça. Après, vous avez MSISDN. Vous vous rappelez? C'est le numéro de téléphone. On a dit 242. Et puis, on va faire par exemple 05 525 95 19. Ça, c'est mon numéro. On va voir. Voilà. Voilà les quelques paramètres qu'on doit envoyer lorsqu'on fait la requête vers RTL.
Et si on revient dans notre document, vous allez voir que c'est ça qui demande. Alors, il y a TransID qu'on doit envoyer. On avait dit que TransID, c'est comme un ID, TransID. Vous voyez? Ici, TransID, c'est quelque chose que nous créons qui va montrer, par exemple, le numéro de notre facture. Ça pourrait être, par exemple, fac pour dire facture 000 2 3 4 5 6 7 8. Mais il faut regarder ici quelles sont ces exigences. On a dit TransID devait être entre 5 et 30. Donc, si j'ai envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je dis 16, 17, 18, 19, 20. Je mets par exemple 20. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, euh, ici, ce que je dois mettre le merchant ID. Ça, c'est l'idée du marchand qu'on doit intégrer au niveau euh, au niveau de RTL. Alors, nous avons quelques coordonnées déjà. Je pense que j'ai quelques coordonnées. Je vais prendre des coordonnées des comptes qu'on utilise souvent. Je vais vérifier dans mon système. Alors, je vais déjà arrêter la vidéo. Je prends la vidéo et puis je vais faire une requête vers RTL. Normalement, si tout va bien, on devait être à mesure de voir un push dans mon téléphone parce que j'ai mis mon téléphone. Mais s'il y a un problème, ils vont nous dire par exemple qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien précisé. J'ai fait send. Quand j'ai fait ça, alors il donne 200, c'est que tout va bien. Le 200, c'est-à-dire qu'il a touché les serveurs. Mais regardez ce qu'il dit. Check action or MSI, SDN. Donc, c'est le numéro. Alors, je vais vérifier ici. C'est MSASTN. C'est ça qu'on a mis ici. euh, dans le body. C'est quoi? C'est MI. Attendez. C'est MSISDN. MS, c'est ça. OK. Alors, donc, il dit, c'est soit get action qui n'est pas bon. Donc, vous voyez, j'ai action, ça, j'ai dit get ID. On va vérifier dans les documents. Action faisait quoi? Voilà. J'ai mention ID, j'ai pas action ici. Mais il y a quelque chose qu'on a omis aussi. Action est là. C'est get ID, c'est comme ça. C'est le callback URL. C'est le lien qui permet à Airtel de savoir quand il va répondre comment. Vous voyez, c'est les callback URL. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils ont bien écrit, ils ont écrit ça. Je vais vérifier ici, c'est callback URL. OK. Et le callback URL pour nous, on n'a pas encore une URL qui peut passer. Mais moi, je peux mettre ça sur https://technodev, techno-dev.com, juste pour dire que bon, on poste les données là-bas, mais j'ai prévu rien pour pouvoir travailler dessus. Donc, si tout va bien, je reviens ici au niveau des headers. J'ai fait send. Voilà, j'ai toujours error check action or MSDN. Bon, on va essayer de voir avec RTL, est-ce que c'est une question de... Parce qu'RTL, souvent, ils donnent des API, mais il y a des choses que eux-mêmes savent que ça ne va pas marcher. Donc, 242, alors j'enlève d'abord MSDN, hein? J'enlève d'abord le 242. Et je fais ça. On va voir. J'ai la même réponse. Donc, erreur check action or, voilà. Donc, l'action, il part toujours de l'action. L'action, c'est get ID. Et c'est ça qu'on a mis ici. L'action, c'est get ID. Alors, il dit ici, les montants, c'est numérique. Peut-être c'est parce que nous avons mis les montants en string, mais ça devrait marcher normalement. Alors, 0,5, donc 242, 0,5, 525, 95, 19, ça devait marcher comme ça. OK. Et puis, je vais encore tester jusqu'à ce que ça va marcher. Donc,
Vous voyez le mal maintenant avec, par exemple, l'API d'Airtel, c'est que il a un problème, mais il vous retourne un 200. Normalement, comme il a un problème, il devait peut-être retourner, c'est pas moi, 404, un truc comme ça, ou 500, erreur du serveur. Mais il vous retourne un 200. D'où, quand vous concevez vos API, soyez sûr que vous renseignez les bonnes informations pour permettre à d'autres systèmes de comprendre. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai pas bien écrit? MSISDN. C'est la même chose qu'ici. MSISDN. C'est bon. Amount, TransID, Merchant, Password, tout. Ce que je vais faire ici. Euh, Merchant. Voilà, tout va bien. ID et puis euh, tout va bien. On n'a pas de souci. Alors, je vais vérifier, puisqu'ici, il nous a dit, nous avons ePay. Mais on va essayer la méthode post de ça. Test-tout ça. Je vais d'ailleurs voir dans les fichiers là, quel est le lien que nous on utilisait pour le paiement. Ça va nous permettre de, vous voyez, post switch. Voilà, c'est la même, c'est ça. C'est juste ePay tout court. Post switch ePay. Donc, on va venir ici, on vérifie. C'est oui, on fait un post switch et puis ePay. 000, quoi. Donc, dans le fichier là, nous avons, j'ai même les API d'MTN ici, mais nous on fait d'abord un tel seulement. Vous voyez, nous avons tout ça là. C'est ça le lien. HTTPS www. Et quand je viens ici, c'est HTTPS www testcgb.com/post switch slash eBay ePay 00. Voilà. Alors, on va vérifier qu'est-ce qu'on n'a pas envoyé bien dans ces systèmes. Action, c'est GetID, demande, c'est 50. Est-ce qu'il y a la monnaie? On va vérifier si on envoie la monnaie. Currency. Parce que souvent, Airtel, il fait des choses comme ça. À la fin, vous vous rendez compte que il y a une information que vous n'envoyez pas. Euh, GetID, content type, multipart from data, merchant ID. Alors, si vous regardez aussi, vous pouvez remarquer quelque chose. Airtel ne reçoit pas des données sous forme de JSON non direct. Parce que quand vous venez ici, il précise bien qu'il y a un colon web API. Non, c'est même pas ça. Ça, c'est pour le web API. Merchant ID, merchant password, trans ID, action, amount, content type, form data. Euh, et puis, vous avez ça qui revient. Test switch API. Ça, c'est pour valider. Ça, c'est pour payer. Alors, nous avons, voilà. Euh, Ça, c'est par API normal, hybride, calling hybrid API. Là, nous avons, alors, il précise ici content type value multipart form data. Quand vous voyez, quand vous venez dans votre, comment on appelle ça? Quand vous venez à votre client HTTP, il vous dit, au lieu de faire les données comme ça, vous devez mettre ça sous forme de form data, comme ça. Et ici, vous devez mettre des clés et des valeurs. Des clés et des valeurs. C'est ça que vous devez faire. Normalement, il pouvait aussi marcher avec, comment on appelle? S'il avait un gestionnaire de requêtes souple, un peu comme chez nous, au niveau de la Ravel, on a la possibilité de recevoir tout type de données, on les aura. Mais ici, eux, ils sont exigeants. Donc, ce qu'on va faire, c'est ceci. Je vais juste venir la forme data. Je vais écrire merchant ID, merchant PWD, merchant PWD. Je vais faire action. Je vais faire amount. Je vais faire trans ID. Je vais faire callback URL. Et puis, je vais faire MSISDN. Voilà, c'est tout, non? Alors ici, le numéro 242 05 525 95 19, callback https, techno-dev.com. Trans ID, je vais copier le même Trans ID que j'avais mis ici.
Voilà, trans ID, j'avais mis ça, ok. Les mount, je mets 50 francs. Action, get ID. Euh, Merchant password, je vais copier et je vais coller. Ça, c'est merchant ID. Et je vais coller merchant password. Ok, voilà, c'est bon. Donc, avec ça, c'est bon. Je peux venir maintenant ici. Je coupe ça. Voilà. Et nous avons nos formes d'attaquer. Donc, on va essayer d'envoyer une requête vers Airtel. Si je fais send, vous voyez, il a envoyé un push. Il veut que je puisse valider en mettant mon PIN sur mon téléphone, hein. Si je mets le PIN, c'est juste 50 francs. Voilà. Il veut que je confirme, oui. Cette partie ici, c'est la partie qu'on dit, c'est une partie asynchrone. Il m'a coupé l'argent. Maintenant, après, quand il coupe l'argent, il va envoyer une requête vers le lien que j'ai mis là. Malheureusement, ce lien-là, je n'ai rien précisé pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, il m'a débité l'argent. Et vous voyez, quand on a fait la requête, on a reçu une première réponse. C'est une réponse asynchrone. Plutôt une réponse synchrone. Quand on a fait, ça revient. C'est ça qu'on reçoit. Tout comme j'avais la capacité de faire étoile 128, étoile 128, 33, 32, PIN, il serait tombé sur la transaction que j'ai faite là, et puis il allait prendre ça. Mais remarquez, il y a aussi un token qu'il remet là, vous voyez? Donc, Airtel, quand il vous renvoie 0, c'est pour dire que c'est bon, et puis il vous renvoie cette chaîne pour vous dire que ça, vous voyez, comme vous avez comme une chaîne de caractères. Vous avez un premier élément 0, deuxième élément, ça commence par étoile jusqu'à virgule. Et troisième élément, vous avez ça. Ça, c'est les tokens. Et quatrième élément, vous avez les callback URL. Il vous envoie une chaîne de caractères. C'est vraiment n'importe quoi. C'est à vous maintenant de voir comment vous traitez cette chaîne de caractères pour savoir si oui ou non le paiement va passer. C'est-à-dire qu'ici, nous avons fait un test live de l'API d'Airtel sans pour autant chercher à entrer d'abord dans le code. Quand on vous donne une API, la première des choses, si c'est une API REST, la première des choses, commencez par tester ça avec un client HTTP. Et nous avons Postman qui fait l'affaire. Et là, vous avez vu. Maintenant, ce que Postman a fait là, nous maintenant, on va faire ça au niveau de notre système. Alors, pour ça, je vais couper d'abord ça, je coupe ça, coupe ça, ok. Alors, je peux mettre ça où? Moi, j'ai besoin, je vais aborder beaucoup de questions, beaucoup de choses assez intéressantes dans ce que j'ai fait pour que vous soyez à mesure de grandir en même temps que moi. Beaucoup de gens travaillent avec des systèmes, Laravel surtout, mais il y a certains concepts qu'ils n'abordent jamais. Moi, j'ai besoin que la classe, vous savez, quand vous voulez travailler avec un contrôleur comme user, pour faire quelque chose, vous devez être dans le contrôleur user. Si vous voulez travailler avec un modèle, pour faire quelque chose, vous devez être dans le modèle. Mais moi, j'ai besoin de dire que ce que je vais faire là, ça peut être consommé partout. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas obligé de faire ça dans un contrôleur, dans un modèle, non. Je peux consommer ça en étant dans un modèle, je peux consommer ça en étant dans un contrôleur, je peux consommer ça en étant même dans une vue. J'ai besoin d'accéder à ce qu'on appelle les services. Vous voyez? Vous pouvez accéder à ça n'importe où. Et c'est ça que je vais intégrer petit à petit avec vous. On va commencer premièrement parmi les étapes. On va créer la première étape, notre service. Pour notre service, on va créer un dossier qui va gérer notre service. On va créer un objet qui va gérer notre service. On va créer une façade qui va gérer notre service. On va créer notre propre façade à la main. Et puis, on va créer un provider pour notre service. Et tout ça là, on fait en quelques étapes pour voir comment on crée un service. Mais l'objectif de ce service-là, c'est que on soit à mesure de consommer une API de RTL. Quelles sont les étapes? Voici les étapes. Première étape, créer notre dossier du service. Moi, je vais venir ici dans APP. Je vais créer un dossier que je vais appeler MSP pour dire tout simplement Ministère de la Santé et de la Population. C'est ça mon dossier. Et dans ces dossiers, je vais créer deux sous-dossiers. Un sous-dossier qui s'appelle source. Donc, je peux dire SRC, source.
Voilà. Et dans ces dossiers sources, j'ai besoin de créer deux dossiers. Un qui va s'appeler object pour dire objet, là où je vais gérer mes objets, et un autre qui va s'appeler façade. Façade. Voilà. Vous voyez, j'ai mon service que je suis en train de mettre en place. Alors, dans objet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais même créer un autre dossier que je vais appeler helpers. Alors, pour créer des fichiers de helpers. Et on va voir ça. Premièrement, j'ai besoin de créer une classe ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je crée un fichier. Je vais appeler ça msp.php. C'est ça le nom de ma classe. Et pour ça, j'ouvre Verbalise PHP et je vais dire classe MSP, MSP et voilà. Ça, c'est ma classe que j'ai créée. Mais cette classe, je dois dire dans quel namespace elle se trouve. Moi, je vais dire que ma classe va se retrouver dans un namespace qui va s'appeler, c'est moi-même qui donne ce nom, hein, namespace. Il va être dans app, parce que c'est un namespace qui existe déjà. Et après app, je vais mettre ça dans MSP. J'écris maintenant un namespace MSP, slash, il y a une source dans MSP. Vous voyez? J'ai fait ça. Et puis, j'ai objet. Vous voyez? Object. Voilà. C'est comme ça. Ici, regardez quel est le nom que j'ai donné à mon namespace. J'ai dit app parce qu'il se trouve dans le dossier app, qui représente déjà un namespace. Sous le app, j'ai le dossier MSP. Nous avons le dossier MSP. Et dans MSP, nous avons le dossier SRC. Vous voyez, nous avons le sous-dossier SRC. Et dans les sous-dossiers SRC, nous avons un dossier objet. Et voilà. C'est ça notre classe. Très bien. Avec cette classe, ce n'est pas suffisant pour dire qu'on a créé un service. On va créer quelque chose d'autre. On va créer une façade. Alors, une façade, c'est quoi? Je vais venir ici dans le dossier façade. J'ai créé un fichier. Je vais aussi appeler ça msp.php. Sauf que lui, j'ouvre le valise PHP, je ferme classe msp. Sauf que lui, il doit hériter d'une façade. Donc, je vais dire extend façade. Et quand j'ai fait ça, vous voyez, et je peux faire ça. Donc, la classe MSP va hériter de façade. Mais cette classe, je dois aussi la mettre dans un namespace. Donc, ça va être namespace. Alors, le namespace sera quoi? app, plutôt c'est app comme ça, MSP. Vous voyez, il sort object, mais nous, on a besoin des façades. Voilà, c'est comme ça. Et dans cette classe, on va juste écrire une méthode. Cette méthode, c'est protected static function. Et la fonction va s'appeler get facade accessors. Get facade accessors. Il est là. C'est juste cette méthode qu'on va réécrire. Et cette méthode va retourner, return, je mets entre parenthèses MSP. Tout simplement. C'est ça le nom qu'on va donner à notre façade. Il va retourner MSP. Je ferme. Après avoir fait ça, je rentre dans mon tableau. Je vais créer maintenant un provider. Je vais dire PHP artisan make provider. Et ici, je vais dire MSP provider. J'ai créé un provider qui va s'appeler MSP provider. Je valide, il crée mon provider. Et quand il crée le provider, je vais venir dans les dossiers providers, je vais trouver MSP provider. Je vais entrer dedans. Dans cette méthode, dans cette classe, il y a deux méthodes. La méthode register et la méthode boot. La méthode register, c'est pour enregistrer mon service. Et ici, tout ce que je vais faire, je vais dire this app singleton. Et les singletons prend deux valeurs. Premièrement, ma classe MSP comme ça, virgule, et puis une closure. Et dans la closure, qu'est-ce que je vais faire? Je fais ça. Je vais dire return. Il va retourner quoi? New MSP. Et qui vient de objet. Hop, c'est fini. C'est une configuration que vous faites une seule fois. J'explique. Vous créez votre provider et votre provider a deux méthodes. Vous avez la méthode register et la méthode boot.
Vous devez enregistrer votre service. Vous avez créé un service, vous devez l'enregistrer au conteneur de service. Et c'est comme ça qu'ici, vous venez, vous créez un singleton qui est un aspect de la programmation qui permet d'instancier un objet une seule fois dans toute l'application. Vous créez un singleton en faisant this app-singleton, entre parenthèses, vous mettez MSP comme le nom de votre binder, slash, virgule, vous mettez une fonction anonyme et la fonction anonyme retourne quoi? Return new MSP. New MSP là, c'est quoi? C'est votre classe que vous avez créée là. Maintenant, avec ça, il y a deux configs que je vais faire. Je vais aller au niveau de mon application. Dans config, nous avons app. À l'intérieur d'APP, vous verrez qu'il y a quelque part où on charge, voilà, il y a ici, où on charge le provider. Je vais charger mon provider ici en faisant, mon provider va s'appeler app anti/slash providers, euh, providers slash MSP providers, MSP providers, deux points, classe. Voilà. Et puis vous faites virgule. Alors vous allez vérifier que tout est bien chargé. Il ne pointe pas sous les bons. Donc c'est app providers, MSP providers, extra intelligent. Donc il y a quelque part où il n'a pas bien détecté les choses. Donc euh, je peux venir là d'abord, je coupe. Quand j'ai fait ça, je fais ça. Si je rentre ici, la value error, classe illuminate façade, app provider. Oui, en fait, il ne comprenait pas ce que j'étais en train de faire. Je ferme ici. Alors, notre provider se trouve dans MSP Provider, oui, il n'y a pas de souci. Donc, je vais coller ça ici. app providers, MSP providers, classe. Bon, il peut corriger comme ça, comme s'il y avait des erreurs alors qu'il n'y a pas d'erreur. Souvent, parfois, il peut faire des choses comme ça. Puisque quand vous remarquez, là, vous avez notre dossier qui se trouve plutôt, notre provider se trouve dans les dossiers providers. Oui. Il est là. MSP providers. OK. Il est dans le providers. Et donc, quand on va revenir ici dans les fichiers de configuration. L'Intel Sense ici, souvent, il peut vous montrer comme s'il y a des erreurs alors qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que normalement, euh, undefined type, façade, app, non, je suis pas dans façade, je suis encore dans l'autre. Donc, si je faisais ça, même quand je reviens, vous voyez, il a toujours corrigé en rouge. Donc, je vais laisser ça. Alors, pour tester ça, je vais venir ici maintenant dans le façade. Je vais dire que j'ai besoin d'une façade qui s'appelle MSP et la façade va pointer où? Ça va pointer sur anti/slash. Alors, vous voyez, il est revenu correctement. Donc, c'était juste un problème de quoi? Euh, il va pointer sur anti/slash, plutôt MSP. Après, c'est app anti/slash MSP anti/slash. Nous avons euh, euh, SRC. Après, nous avons façade. Voilà. Après, nous avons MSP, deux points, plutôt, classe, comme ça. C'est ça le nom de notre façade. Voilà. Alors, c'est app HTTP. Donc, il va prendre son temps, il va les charger. Si c'est là que nous avons stocké notre façade, je vais venir ici. Au niveau de MSP, je regarde façade. Et puis, nous avons un fichier. Voilà. Donc, il va les charger. On ne doit pas s'occuper de lui, il va les charger. Voilà. Même si je mettais vous voyez un exemple, il a donné l'exemple. app, façade. Et nous, notre façade se trouve ici. C'est bon. Et pour tester ça, je vais aller maintenant là où s'est trouvée ma classe. Vous vous rappelez de mon objet là, MSP. Je vais essayer d'écrire quelque chose, par exemple une fonction. Public fonction, dire bonjour.
c'est bon. Hello. J'ai créé une fonction comme ça, je dis hello. Et puis ici, je vais dire retourne bonjour à tous, par exemple. J'ai fait ça, j'ai mis dans app, je ne vais pas m'occuper de lui. De toute façon, s'il y a quelque chose qui pose un problème, dès que j'ai rafraîchi ici, il peut me dire qu'il y a un problème dans votre système. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Illuminate, support, façade, app, providers, MS8 not found. Donc, ici, il n'arrive pas à trouver ma façade. Alors, pour ça, j'ai bien dit que c'était app, MSP, SRC, façade, et puis MSP façade. Il est là. Alors, MSP façade, qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans le namespace app MSP source façade, et puis il héritait de façade du système. Et on retournait une méthode protected static function, get façade accessor, il retourne MSP. Et donc, au niveau du chargement de notre fichier, oh, attendez, je vais faire ça, faire ça. Je peux dire MSP, alors je peux tirer le MSP de façade, deux points classe. Voilà. Donc, il va importer le MSP là, ici au-dessus. Vous voyez? Il a importé MSP. Là, s'il veut, par exemple, là, il dit qu'il n'arrive pas à voir il n'arrive pas à voir mon provider. Je peux juste dire, ici aussi, je peux juste dire MSP provider, deux points, classe. Il va le voir parce qu'il va le charger normalement au-dessus là. MSP provider, voilà, il a chargé. Et le reste là, c'est les Matalana qui lui fait. Ouais, c'est-à-dire il est en train de faire n'importe quoi. Ouais, souvent, c'est préférable de mettre les chemins complets, mais si ça, voilà, vous faites ça. Class illuminate support façade, façade not found. Donc, support façade not found. On va essayer de corriger les problèmes au niveau de notre façade. Euh, namespace app, MSP, source façade. Ici, c'est bon. Quand je viens ici, au niveau des app, parce qu'il faut charger ça au sein de votre système. Alors, je vais faire ça, app, anti-slash, msp, msp, slash, source, anti-slash, msp provider. Non, c'est même pas ça, c'est app providers, parce que sous app, il y a providers, ok? Providers, anti-slash, nous avons MSP providers. Alors, si je faisais un anti-slash comme ça, oui, boss. Hein? Où? Ah, ok. Voilà. En fait, j'ai mis des anti-slash avant le quoi, pour qu'ils puissent prendre ça en compte. Je sais pas pourquoi, mais je vais essayer de virer ce qu'il y a au-dessus ici pour voir est-ce que c'est ça qui faisait que il refusait. J'ai fait ça. J'ai fait aussi ça. Ok. Maintenant, si je reviens ici, j'ai mis des anti-slash pour qu'ils les prennent. Peut-être que c'était obligatoire de faire des anti-slash. Parce que normalement, quand vous cliquez, vous avez la possibilité de l'ouvrir. Quand j'ai fait ça, il ouvre, ça dit que le chemin est bon. Là, on va faire la même chose pour la façade. Ici, je vais dire anti-slash app, anti-slash msp, vous voyez, façade, anti-slash gmsp, deux points, classe. Voilà. Là aussi, il charge. Si je fais ça, il ouvre ma classe. C'est bon. Et normalement, avec ces chargements, il devait marcher, il devait faire fonctionner mon système sans problème. Voilà, c'est bon. Donc, on a chargé notre façade correctement. Juste avec ce qu'on a fait là, dans la façade. La façade, c'est quoi? La façade, c'est juste une classe qui permet de cacher tout ce que l'objet fait. La façade, c'est comme, vous voyez, nous avons une classe ici qu'on a créée qui s'appelle MSP dans objet.
Et nous avons une façade MSB. Maintenant, la façade va permettre, quand vous voulez appeler quelque chose dans cette classe, au lieu d'appeler cette classe, vous allez appeler la façade là et vous appelez le méthode. Ça va marcher. Quelqu'un maintenant dans votre système va penser que il est en train de manipuler ça. Non, il est en train de manipuler ça, mais ça, c'est directement relié à l'autre. C'est ça, toutes les façades qu'on voit dans les systèmes 2.2 là. C'est ça. Maintenant, avec la méthode que j'ai donnée là, il y a une méthode de hello. L'utilité, c'est un design pattern. C'est dans, comment je peux expliquer ça? C'est que normalement, dans une classe, nous avons ce qu'on appelle des méthodes statiques et des méthodes normales. En PHP, quand vous faites une méthode statique, pour l'appeler, vous devez faire le nom de la classe 2.2 vous appelez la méthode. Maintenant, PHP, ils ont vu une possibilité pour des gens de cacher, par exemple, toi, c'est comme si on mettait en face de toi, tu as quelqu'un, mais c'est pas vraiment cette personne. Je sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que toi, tu penses que tu es en train de manipuler la classe MSP, alors que dans la classe MSP, quand tu viens, tu trouves, il n'y a rien. Pour preuve, regarde, nous allons venir dans Tinkerwell, parce que notre service est déjà chargé. Dans Tinkerwell, vous venez là, dans notre projet. Comme nous avons déjà une façade et que c'est un service, tout ce qu'on va faire, c'est faire MSP, hello. Tu vois? Si tu fais ça, il te retourne bonjour à tous. Tu n'as pas eu besoin de dire use, je sais pas moi. Non, non. Tu n'appelles pas le namespace. Parce que il est déjà enregistré au niveau de façade. Le système a déjà compris ça dans le conteneur que l'MSP là pointe sur la façade X. Et la méthode qu'on a appelée, c'est la méthode hello. Et cette méthode hello se trouve où? Elle se trouve dans la classe objet. Tu vois? Maintenant, il y a une autre chose, c'est le helpers. Mais on va faire ça après. Parce que souvent, vous voyez même dans dans les contrôleurs, souvent on fait toaster entre parenthèses. Mais toaster là, c'est pas une fonction qui était enregistrée au niveau du contrôleur. Mais pourquoi ça marche? Parce que c'est une fonction qu'on appelle une fonction helper function. Ça permet que, au lieu que par exemple, moi là, j'ai fait MSP hello pour que ça marche. Alors que si je devais créer ça sous forme d'un helper, ce que je ferais, c'est juste venir ici dans helper, je crée un fichier que je vais appeler MSP helper, par exemple, .php. Et ici, je vais dire, c'est une classe MSP. Comment j'ai appelé ça? MSP helper. Voilà. Et son namespace à lui va être, hein, namespace, ça va être appelé MSP. Nous avons helper, helpers, et puis nous avons, voilà, on se limite là. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va poser une condition. Si différentes des fonctions existent, tu vois? Si cette fonction existe, la fonction s'appelle quoi? Hello. Comme ça. Tu vois? Si cette fonction n'existe pas, donc if différentes des fonctions existent, alors on va dire return, on va créer quoi? On va créer plutôt une fonction. On va dire fonction hello, et puis on fait ça. Alors, j'enregistre, qu'est-ce qu'il dit? Si la fonction hello existe, unexpected token, si la fonction n'existe pas, la fonction s'appelle hello. Si elle n'existe pas, alors on la crée. Ah oui, ici. Voilà. Donc, ici, si la fonction n'existe pas, c'est comme ça. Function existe, c'est pour poser la condition si une fonction n'existe pas. Si une fonction existe, il va retourner un true, un false. S'il n'existe pas, alors on crée la fonction elle-même hello. Mais je sais pas pourquoi il est en train de corriger ça en rouge. Hmm, if, oui, ça doit être un if, normalement. Je vais faire encore ça. If function existe. Voilà. La fonction s'appelle hello. La fonction s'appelle hello. On fait ça. Normalement, je ne devais pas avoir de problème parce que je pose une condition si la fonction existe.
Et si elle n'existe pas, c'est comme ça qu'on va créer une fonction anonyme qui s'appelle hello. Et plutôt une fonction qui s'appelle hello et qui retourne ça, normalement. Alors, je ne sais pas pourquoi il souligne ça en rouge. Si je mets différent de existe, c'est-à-dire que la fonction n'existe pas, on la crée. Alors, il refuse de mettre ça en... Ah non, je comprends. En fait, ça ne devait pas être dans une classe. Ça devait être dehors. Voilà. C'est pas une classe, en fait. Ça devait être juste dehors. Parce que c'est une fonction que vous créez. Elle n'existe pas. Maintenant, ici, je peux dire return euh, MSP. Donc, je vais dire return MSP. Regardez, MSP, là, je dois tirer MSP de la façade. Deux points, deux points. Il va tirer la fonction hello. La fonction hello est là. Et toi, tu auras comme l'impression que tu es en train de tirer le, le MSP. Tu vois, il vient de MSP de la façade. Mais quand tu viens dans la façade, en réalité, il n'y a aucune fonction. Hello. Est-ce que tu vois? Donc, la fonction, la façade MSP cache la vraie classe MSP. Et si tu fais ça, c'est helper fonctionne. Pour que ça fonctionne, tu dois venir faire une configuration au niveau de composeur. Quelque part là, il y a les fichiers files. Attendez. Quand tu charges pièces, OK. Alors, je pense que c'est ici. Je pense que c'est ici. Si tu fais files, OK. Et ici, les files, il va prendre quoi? Il va prendre le nom plutôt il va prendre le chemin de votre helper function. Et ici, ça va être quoi? Ça va être anti-slash comme ça. Non, ça va être d'abord app. Euh, En fait, ici, ça doit être les chemins de votre fichier. Alors, pour le chemin du fichier, comment on peut faire? Je peux dire, je fais ça, dire, allez, il va pas prendre les fonctions PHP. Alors, je fais ça d'abord, j'ouvre, puis je fais ça. Je vais mettre, euh, c'est app, donc app comme ça. Les dossiers qui vont suivre dans app, c'est MSP, MSP, vous faites ça. Et puis, ce qui va suivre, c'est source. Et puis, ce qui va suivre, c'est helpers, helpers. Et ce qui va suivre, c'est helper tout court. Voilà, helper.php. Voilà, c'est ça le nom de votre fichier. Voilà, c'est ça le nom de votre fichier. Alors, pour éviter que nous avons mal chargé ça, j'ai déjà un projet dans lequel on a déjà chargé plusieurs fois le helper function. Je vais aller juste vérifier que nous avons bien chargé ça. Donc, Mangwele, quand on vient dans les fichiers composeurs, il est où composeur? OK. Je vais ouvrir ça. Alors, les helper function, comment on avait chargé ça? Voilà, files. Ouais, ça y est. C'est exactement comme on a fait, hein? Voilà. Donc, app, voilà, c'est comme ça. Là, quand vous faites ça, c'est exactement ce que nous aussi on a fait. On a fait app, msp, source, helper. C'est bon? Avec ça, quand vous avez fini, vous devez faire composer, exemple, autoload. Pour charger ça au niveau de votre autoload. Vous pouvez faire même O. Il devait prendre en compte votre fichier des helper function que vous avez fait. Et on verra comment on utilise ça. Ah, c'est comme ça qu'on a nommé ça? Ah oui, c'est vrai. MSP helper. Il n'aurait pas marché. Voilà. Donc, j'arrête ça et puis je vais recharger. Et on va attendre. Je peux mettre une pause. En tout cas, quand on regarde, on se rend compte qu'on n'a pas d'erreur. Alors, si on n'a pas d'erreur, ça signifie que nous avons bien chargé notre helper function. Mais qu'est-ce qui va nous prouver ça? C'est quand on viendra dans notre, ici, au niveau de Tinkerwell, au lieu de faire MSP, hello, je vais juste faire hello. Si ça marche,
c'est que notre fonction marche. Mais malheureusement, regardez, il dit quoi? Function undefined hello. Donc, il ne retrouve pas la fonction hello. Je refais, il ne trouve pas. Je refais, il ne trouve pas. Je reviens ici pour vérifier au niveau de Composer. Alors, dans Composer, comme on a vu, c'était app slash msb. On peut voir la structure, hein. App msb src helpers et puis msb helper. msb helper. Donc, il a bien chargé ça. Euh, c'est pas des anti-slash, c'est des slash tout simplement. Donc, il a bien chargé ça. Je reviens là. MSP source helpers. MSP helpers. Je vois MSP helper. Ouais, sans problème. OK. Alors, qu'est-ce que le helper en question faisait? Alors, on posait la question hello, et puis il retournait MSP hello. Et hello ici venait de la façade. Donc, la fonction hello, si elle n'existe pas, on l'a créée. Et puis, voilà. Je vais encore faire un composeur autoload. Souvent, c'est comme ça, hein. Peut-être il n'a juste pas. Mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, hein. On va, on va, on va, on va continuer sur ça. C'est mieux que je puisse couvrir rapidement la partie. Et voilà. Maintenant, je suis dans la classe MSP. C'est ici qu'on fait les choses. Je vais créer une méthode ici pour débiter les comptes des gens. Donc, je crée une méthode que je vais appeler Airtel Money Debit. Airtel Money Debit. Alors, cette méthode, elle va prendre quoi? Elle va prendre juste un numéro de téléphone. Phone. Je suis en train d'enregistrer. Voilà. Elle va prendre juste le numéro de téléphone de la personne. Et pourquoi pas peut-être les montants. Je vais dire euh, double. Alors, en PHP, quand vous voulez prendre quoi? Vous allez faire float amount. Voilà. Donc, je prends le numéro de téléphone et les montants. Maintenant, ici, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, l'autre écran là, oui. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? On veut faire un débit vers Airtel Money. Premièrement, on va créer un tableau. Donc, création du corps de la requête, de la requête, euh, création du corps de la requête, non, c'est ça. Alors, pour ça, je vais dire body, donc pour dire le corps, hein, de la requête, égal à quoi? J'ai mis un tableau. Dans ce tableau-là, nous avions merchant, vous vous rappelez? ID, qui est égal à, je fais ça. Nous avions merchant PWD pour password. Merchant PWD, voilà. Nous avions action, c'est get ID. Nous avions amount, c'est amount. Vous voyez? Parce que amount, on prend le montant là. Nous avons MSISDN, le numéro de téléphone, phone. Et puis on va prendre callback URL qui va être https techno-dev.com. Virgule. On va prendre encore quelle autre option ici? TransID. TransID. OK? Et ici, le TransID, on va générer ça automatiquement parce que chaque fois, on n'aura pas besoin de ça. Alors, pour ça, on va dire TransID va être égal à quoi? Va être égal à unique ID. Donc, c'est une fonction c'est une fonction, je vais la concaténer avec MSP-Airtel Money. AM. Voilà. Alors, cette fonction, elle vous dit pas grand-chose, mais si vous venez ici, vous testez une fonction comme ça, par exemple, unique ID, et puis vous faites ça, il va vous recharger, il va vous donner quelque chose. Maintenant, si vous dites, par exemple, vous concaténez avec MSP-axi, quand vous faites ça, vous voyez,
Maintenant, si vous voulez qu'il transforme les caractères là en majuscules, vous pouvez faire ça. STR, je pense, deux points, upper. STR, upper, upper. Vous faites ça. Ça aussi, c'est une façade, hein. Voilà. Quand vous allez faire ça, voilà, vous avez majuscule. Donc, c'est ça qu'on va prendre. Tinkerwell vous permet de tester vos codes avant même de les intégrer ça. Voilà, c'est bon. Et ça, vous pouvez importer ça dans la façade. Vous voyez? C'est pour façade, c'est bon. Et ici, vous allez dire trans ID. Voilà. Qu'est-ce qu'on a omis? Est-ce que vous vous rappelez? Parmi les actions qu'on envoie, parmi les paramètres. C'est tout, hein? Très bien. Alors, on va juste copier les coordonnées, les merchants et les codes. Merchant ID, on va copier ça ici. Merchant ID est là. On copie ça, on vient ici dans notre merchant ID. Et les merchant password, on va copier ça ici. Et on colle ça ici. OK. C'est ça la première des choses qu'on a. Nous avons notre tableau. Maintenant, ici, on doit maintenant effectuer notre requête. Donc, lancer la requête. Lancer la requête. Pour lancer la requête, on va dire response pour dire on a besoin de la réponse. Et ici, on va utiliser un objet qui s'appelle HTTP. HTTP, vous voyez, les HTTP là doivent venir de quoi? Des supports façade. Voilà, HTTP, deux points, get. Mais alors, la méthode que nous sommes en train d'envoyer, c'est la méthode post. Donc, on va dire post. Alors, la méthode post va prendre en compte l'URL et les données. Et donc, ici, je vais envoyer les données sous forme de quoi? Il faut que je précise quel est le type de données que j'envoie. Je vais dire, par exemple, HTTP as form, parce qu'on doit envoyer chez RTL comme un temps formulaire. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'ici, si vous remarquez dans notre note là, on avait mis form data. Alors ici, en HTTP, on met ça justement comme as form. Et puis, ce qui va suivre, c'est quoi? On a besoin de l'URL. Alors, nous savons que l'URL, c'est quoi? On va faire URL égale à, voilà. Et puis, on va copier l'URL qu'il y a ici, là. Ça, là. On va prendre ça. On va copier ça. On vient, on colle ça ici. Voilà. Et on viendra ici. Maintenant, on va dire post. On va poster les données. La première information, c'est l'URL. La deuxième information, c'est quoi? C'est les tableaux de données, c'est body. Et vous faites ça. Donc, vous lancez une requête vers RTL et RTL va faire quoi? Il va vous retourner une réponse. Et ici, on peut dire par exemple que dès que c'est le cas, retourne-nous toute la réponse là complète. Mais pour ça, je peux aussi poser la condition si d'abord j'arrive à avoir 200. Donc, je peux dire if response status. Donc, et ici égal à 200. Ça veut dire que je pose la question si j'ai le statut 200, alors je peux dire enregistre-moi le log. Donc, je vais faire log channel. Je fais ça. J'appelle le compte.channel. Et ici, je dis MSP. Et comme c'est pas de log d'erreur, c'est information, je vais faire info. Et ici, je vais dire response-body. Parce que sur la réponse, il y a un corps de la requête. Voilà. Alors, cette réponse peut venir sous forme de, je pense, d'un tableau. Il risque de ne plus écrire bien ça. Si je veux que ça soit vraiment bien pris en compte, je peux dire JSON encode. Je vais encoder ça et puis je colle le JSON body. Voilà. C'est d'abord la chose qu'on va faire pour tester. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, je viens maintenant dans mon, vous voyez, dans mon Tinkerwell. Je vais tester. Et pour tester, je vais faire MSP, deux points, Airtel Money Debit. Vous voyez? Et ici, je peux mettre maintenant 0,5, d'abord 242. Samantha, tu as un Airtel? Qui a un Airtel, on va débiter.
On va pas forcément débiter, on va juste voir si tu reçois 05, 536, 55, 86. Les gars, il faut pas retenir son numéro là. Bon. Ah! J'ai trahi la nation là. Bon, les montants, on a dit quoi? 50, hein? On fait ça. Alors, madame, tu vas nous dire si oui ou non tu arrives à voir quelque chose. Montre un peu ton téléphone. Il va juste envoyer le message. Je vais faire contrôle R. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit le CURL mal formé. C'est ça qu'il me dit. Donc, il y a déjà une exception. Il dit que le CURL n'est pas bien formé. Alors, malform input URL. Euh, ah oui, voilà. Donc, juste cet espace-là, il m'a fait chier. Bon, je vais essayer. Quand je fais ça, voilà. Montre-nous ton téléphone si tu arrives à voir quelque chose. Tu as vu le push? Bon, tu peux montrer aux gens le push. On veut voir le push. Voilà. On a vu? Regarde, fais la capture d'écran, mets ça dans le groupe. Oh! Les gars, vous voyez ce qui s'est passé, non? Donc, l'utilité de notre service, c'était ça. On crée un service, comme ça, on peut créer une classe et on consomme ça. Regardez comment on a fait. On a juste fait MSP 2.2. Airtel Money Debit, et puis voilà. Et ça fait notre affaire. Maintenant, on va vérifier quelle est la réponse qu'il a déposée dans notre log, puisqu'on a enregistré un log. Quand on viendra ici, dans le log, regardez ce qu'Airtel nous a ajouté. Du JBrush. Voilà. Vous voyez, si vous regardez dans la documentation d'Airtel, vous verrez qu'il disait ça. Il envoie ça comme réponse. Vous voyez. Et quand on vient dans notre log, c'est ça qu'Airtel répond. Là, il répond avec cette réponse. C'est ça le body, en fait, le corps du message. Maintenant, comment on va décortiquer ce message? Moi, je vais dire par exemple une chose, et ça, on va toujours faire dans Tinkerwell. Je viens ici, je prends cette erreur, ces messages-là, cette chaîne de caractères. Je prends ça ici. Ne vous en faites pas de tout ce qu'il a ajouté de plus là, c'est juste que, alors, je vais dire réponse. Je fais ça. Hop, c'est bon. Alors, je fais ça pour bien voir. Alors, ici, tout ce qu'il a envoyé, c'est parce que la réponse, il a tourné ça en JSON. Donc, normalement, c'était comme ça juste qu'il a fait. Slash, slash, comme ça. Et puis ici, il y avait comme un. Voilà. La réponse était ça. C'est ça qu'Airtel a envoyé. Maintenant, nous, on doit décortiquer cette réponse pour tirer juste l'élément qui est au milieu là. Ça, là, c'est ça qui nous intéresse. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'enregistrer dans notre système. C'est-à-dire que si on a fait une requête, on peut prendre cette clé-là, on enregistre. Parce que quand Airtel va venir poster la réponse, il va poster la réponse en nous renvoyant aussi ça. C'est ça qui va nous permettre de comparer dans notre système, là où on avait enregistré la transaction avec ça, plus la réponse, et puis ça va nous dire oui ou non si c'est passé. Alors, comment on fait pour tirer juste ça parce qu'on est face à une chaîne de caractères? Alors, ici, c'est simple. Vous êtes devant une chaîne de caractères. Vous devez faire euh, une fonction qui s'appelle explode. La fonction explode vous permet de séparer chaque partie d'une phrase à partir d'une chaîne, en fait, d'un quart. En français, c'est quoi? Genre un seul, merde, comment je fais pour... Euh, c'est quelque chose qui peut prendre seulement soit virgule, soit plus, soit moins, soit, ça peut pas prendre deux. C'est juste un. Ciao. Donc, ici, comment je fais pour séparer? Par exemple, je prends cette partie-là, avant la virgule, je vais prendre ça. Après, je prends tout ça. Après, je prends tout ça. Après, je prends ça. Donc, pour ça, je vais dire réponse. Donc, réponse va être égale à quoi?
la même variable va être égale à explode. Et ici, je vais mettre virgule. Il va exploder sur quoi? Sur réponse. Il va me donner, ce qui va sortir là, c'est un tableau. Vous voyez? Il me sort un tableau dont le premier élément, c'est le BR0, le deuxième élément, le troisième élément. Nous, on a besoin du troisième élément. Pour ça, si on veut le troisième élément, on va dire L3 va être égal à quoi? Réponse de 2. Vous voyez? C'est le troisième élément qu'on a besoin. Maintenant, ça nous permet de savoir que si la réponse, c'est-à-dire que je vais rentrer ici, au niveau de mon objet, je vais dire ceci. Là, c'est quand tout va bien. Encore là que j'ai fait une requête sans pour autant mettre dans un try catch. Il faut toujours mettre dans un try pour gérer les erreurs. Voilà, j'ai fait ça. OK. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Si tout va bien, si tout va bien, alors je vais devoir tirer, au fait, le body. Donc, par exemple, le corps. Parce que j'avais déjà un truc qui s'appelait body. Je vais dire response des body. Très bien. Et dans cette response de body, je vais devoir dire ceci. Si strlen, vous vous rappelez de cette fonction qui vérifie la taille de la chaîne de caractères. Si strlen d corps est supérieur, par exemple, à 10, ça c'est juste un exemple, alors j'ai besoin de faire euh, le token. Pour le token, je vais dire, euh, j'écris d'abord le tableau d'éléments. Donc, je vais dire par exemple tableau d'éléments. Ça va être égal à quoi? Explode, vous vous rappelez de la méthode, non? Explode des virgules, slash, et puis, ici on va prendre quoi? For. Voilà. Et nous allons vérifier si ce tableau-là est supérieur à 0. Donc, on va dire tableau supérieur à 0. Tout ce qu'on fait là, c'est juste pour ne pas tomber sur des erreurs bizarres. Si c'est bon, maintenant on peut dire, on a besoin de l'élément numéro 3. Donc, le token va être égal à quoi? Va être égal à tableau de 2. Vous voyez? Maintenant, ici, on va dire si, comment on appelle? On prend tableau des 2. Et on peut stocker ce token-là quelque part, mais nous, on n'a pas prévu. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est que si le tableau est supérieur et le tableau est supérieur à 2, est plutôt à 0, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va restituer une réponse, on va dire return, je mets un tableau, et dans le tableau, je vais dire euh, code, c'est là, voilà, return code, et ici, je vais dire le code va être égal à, par exemple, 200, et ici, message, je vais dire égal à quoi? Pour le message, je peux dire votre transaction va être traitée. Votre transaction va être traitée. C'est tout ce que j'envoie. Et ici, c'est pas une réponse HTTP. Ici, c'est juste un retour d'un tableau. C'est-à-dire que cette histoire-là va me retourner un tableau. Si c'est pas le cas, c'est-à-dire que si on n'est pas à cette histoire-là, on va dire retourner. Et ici, on va dire, par exemple, 201. C'est-à-dire que 200, c'est quand tout va bien. 201, c'est que euh, impossible de faire une transaction vers RTL, par exemple. Maintenant, si on a eu une erreur due à quelque chose d'autre, donc exception, une erreur système, c'est ici qu'on peut dire log 2.2.channel MSB une error et ici get message. Voilà. Et ici, on va dire return, la même chose ici. On peut avoir plusieurs messages d'erreur, mais un seul message de réussite. Donc, je peux mettre par exemple 202. Et tout cela, tout ce que vous voyez ici, c'est ce qu'RTL fait aussi souvent. Quand vous venez ici, vous allez voir le code d'erreur qu'RTL a mis. Vous voyez? Tout ça, c'est des codes d'erreur. Par exemple, 200, c'est transaction successful. 0, transaction aborted, ou bien unfinished. Tu as tous ces codes-là qu'RTL a mis en place.
Donc, c'est pareil que nous. Donc, nous, dans notre système, quand on a 202, c'est que euh, impossible de faire cette transaction. Ou bien, une erreur système est survenue. Par exemple, une erreur système est survenue. Voilà. Donc, avec ça, si je reviens ici, je fais MSP, deux points, deux points, Airtel Money, débit. Maintenant, là où il y a le numéro de téléphone, je vais dire par exemple 242. Au lieu de 05, je mets 06 942 57 47. Et puis ici, le montant, je mets 50 francs. Quand je vais faire ça, regardez, votre transaction va être traitée. Pourquoi? Parce que nous, le plus important, c'est que nous avons envoyé une réponse vers RTL. Plutôt une requête vers RTL. Mais regardez le numéro qu'on a mis. C'est le numéro 06. C'est un numéro qui n'est pas d'RTL. Donc RTL va rejeter pour dire que ça là, je ne reconnais pas. Je ne peux pas traiter. Maintenant, si je faisais par exemple que je mets 05 525 95 19 et que je vais valider aussi, j'ai aussi besoin de stocker les tokens là. Vous voyez, je peux dire ici token égale à tableau D, D2. Et si je vais stocker les tokens, je peux dire log 2.2 points, euh, info. Je vais dire même debug. Non. Log plutôt channel MSP. Et puis ici, je vais dire debug. Et ici, je vais dire token. Je mets les tokens là. Comme ça, il va nous stocker aussi le token. OK. Alors, si je reviens là, j'ai fait ça, CTRL R. J'ai la même réponse. Votre requête va être traitée et il m'envoie là, la possibilité de pouvoir. Donc, si je valide, Airtel va me couper l'argent. Mais venons vérifier au niveau de notre log. Si on fait ça, vous voyez, nous avons notre token qui est là. Et ce token-là, il est utile en l'enregistrement dans notre système. Comme ça, si Airtel vient répondre, si j'ai répondu ici, OK, on m'a coupé l'argent, quand Airtel va répondre à mon système, il va aussi renvoyer ce token dans la réponse. Ça va me permettre de comparer cette réponse que j'ai là. Je cherche dans mon système, je trouve une réponse. Ah, donc c'est cette transaction. Je mets à jour son statut. Si c'est la transaction qui est passée ou elle a échoué. Est-ce que vous voyez comment vous consommez une API en PHP, en Laravel? C'est comme on a fait là. On utilise juste un objet HTTP pour envoyer nos requêtes. Ici, on peut faire aussi SJSON pour envoyer sous forme de JSON. Je sais pas moi, tout ce que vous voulez, vous avez la possibilité de faire ça. Donc, premièrement, lisez la documentation de l'API. Deuxièmement, faites un test avec un client HTTP valide, Postman, API Dog. Troisièmement, commencez l'intégration. Si vous avez un problème dans le système, n'appelez pas Airtel pour dire j'ai un souci réglé, non. Tout se trouve chez vous. Tant que par Postman ça marche, c'est que tout se trouve chez vous, jusqu'à ce que ça va marcher dans votre code. C'est comme ça. Maintenant, si par Postman vous essayez, ça marche pas, c'est à ce moment-là, vous dites à Airtel, euh, essayez de régler le problème. Comme ça, s'il règle le problème, vous pouvez tester par Postman. Si c'est bon, et puis vous faites votre code. Voilà comment on intègre une API Airtel Money. Heureusement qu'on avait quelques coordonnées pour essayer ça. Prochainement, on pourra peut-être faire un test avec M10. On va intégrer l'API de M10. On va voir comment c'est intéressant avec M10 parce qu'avec M10, même comme on est en local comme ça, on a la capacité maintenant de dire à M10, dis-moi la transaction que je viens de faire là, quel est son statut? Il va dire c'est passé, c'était pas passé, en étant en local. Donc, c'est ça qu'on fait pour aujourd'hui. S'il vous plaît, les gars, je vais déposer les fichiers dans le groupe, les fichiers de, les fichiers Excel là, que j'avais ouverts là. Je vais les déposer dans le groupe. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de créer des groupes de travaux pour que on commence déjà à intégrer ça. Je vais d'abord arrêter la vidéo.